Good evening and thanks for tuning in. Deputies to the 10th session of the 10th National Assembly today started the Q&A session under the chairmanship of National Assembly Chairman Nguyễn Văn An, Finance Minister Nguyễn Sinh Hùng, Minister of Agriculture and Rural Development Lê Huy Ngọ, and Deputy Prime Minister Nguyễn Công Tạn answered questions raised by the deputies. In the morning, Finance Minister Nguyễn Sinh Hùng answered queries by National Assembly deputies on urgent tax, foreign debt and state budget allocation issues. Minister Hùng announced that total foreign debt owed by the government and businesses amounted to more than $12 billion, over 38% of the country's gross domestic product. According to international standards, the rate is acceptable for a developing country like Vietnam. On huge losses on the course of refunding of value-added tax in the recent past, Minister Hùng admitted the responsibility of his ministry. In the coming period, the taxation and finance sector will tighten supervision of businesses' vouchers and apply severe administrative punishments to businesses violating tax laws. Concerning tax exemption and reduction in agriculture, forestry and fisheries, Minister Hùng affirmed that the government has given these sectors preferential treatment and will chart new preferential policies. Minister Hùng also answered questions about reduction of administrative spending, preferential bank loans and credits, financial autonomy given to public hospitals, repayment for the people's donations to build high-voltage power systems, and the Finance Ministry's responsibility for misuse of local budgets. Questions raised to Minister of Agriculture and Rural Development Lê Huy Ngọ in the afternoon focused on three major issues. On the issue of agricultural restructure, Minister Ngọ said that thanks to certain appropriate measures, Vietnam attained significant achievements in maintaining high food output, increasing fruit tree growing areas to 500,000 hectares, and promoting agricultural product processing industry. The minister also pointed out several shortcomings, such as a slow progress in restructuring process, low quality and high prices of agricultural products, and controlled production of animals and trees. Concerning the 5 million hectare forest growing program, Minister Ngọ said that the program should be sped up to meet the time schedule. On the flood prevention program in the Mekong River Delta, the minister announced that the government had worked out an overall master plan to protect the whole region. Deputy Prime Minister Nguyễn Công Tạn was the last cabinet member to be questioned this afternoon. His answers focused on three issues, including agricultural economy restructure in rural areas, citizens' complaints and accusations, and settlement progress. On this last issue, Mr. Tạn admitted that most of the faults came from state officials. He also pointed out discrepancies in legal policies of the country that could not be fully corrected. For those who take advantage of democracy being stimulated to cause illegal acts, the minister stressed that they should be severely punished. Referring to program on hunger eradication and poverty reduction, Deputy Prime Minister Tạn said that the program had been making great contribution to improve material and spiritual life of a large number of people living in remote and poor areas. He added that all resources should be reserved for the program so as to have no poor households in the country. The question and answer session will continue tomorrow. Moving on to other news, the 2001 Consultative Group meeting on Vietnam was opened in Hanoi this morning under the chairmanship of Deputy Prime Minister Nguyễn Mạnh Cầm. The participants are government officials and representatives from 40 countries and organizations who provide official development assistance for Vietnam. Deputy Prime Minister Nguyễn Mạnh Cầm introduced to donors 7 solution proposals by the government for the implementation of the 2001-2005 Socio-Economic Development Plan. The 5-year plan focuses on consistent implementation of multi-sectoral economic policies, comprehensive development of market mechanism, enforcement of budget management, improvement of legal system, expansion of external economic cooperation, and promotion of administrative and legal reforms. The Deputy Prime Minister said he hoped donors would help the government map out the most feasible solutions. During their 2-day meeting, the 40 donors will discuss measures to develop the Vietnamese economy this year and contribute ideas to help Vietnamese government realize the plan. In the various reports that have been generated, what is clearly evident is that good progress is being achieved.
What is also, I think, being indicated by the donor community is that Vietnam faces very major challenges, particularly in the light of the difficulties and uncertainties in the global economic environment. The leaders here have mapped out a very comprehensive agenda, both of reforms, of development objectives. It needs to ensure that it continues to pursue the implementation of these with greater effectiveness. Tomorrow, the donors will evaluate Vietnam's demand in the coming time to decide on the amount of money to be donated to the country next year. Again, in the context of what Vietnam has been doing in recent years, its achievements, I think Vietnam can look forward with a degree of confidence that the donor community will continue to support it in substantial ways, as long as Vietnam remains committed to reforming. When asked whether the Japanese government would maintain its ODA fund for Vietnam like last year, the Japanese ambassador to Vietnam said, though Japan has decided to reduce its ODA for the world by 10%, it is still committed to grant Vietnam substantial donations next year. The donors have so far pledged to donate Vietnam up to $17.5 billion, of which more than $14 billion have been signed for implementation. The money will be spent mainly on infrastructural improvement, hunger eradication, poverty reduction, and assistance to reform programs. And turning to some other news in brief. A website designed to boost trade ties between Vietnam and the United States has been officially launched today. Information on 30,000 American businesses who are seeking Vietnamese partners and some 20,000 Vietnamese enterprises capable of exporting goods to the U.S. are now available at www.bvom.com. This free webpage also provides various information about Vietnam. The annual conference of the Southeast Asian Information Technology Organization, or SITO, was concluded today in Hanoi. It was a chance for 16 Vietnamese enterprises and those from China, South Korea, Taiwan and Japan to seek business opportunities in software production. On this occasion, some Vietnamese companies have received software production contracts from Japan. The conference had decided to change the name of the 16-member organization to the Asian Information Technology and Telecommunications Organization. Coming up next is the world news after our recommendation on what to do and where to go as your weekend. Anti-Taliban forces launched their final assault on Thursday in the foothills of the Tora Bora cave complex as psychological warfare leaflets offering a reward for the capture of Osama bin Laden rained down from the skies. Touring around in open-back pickup trucks, the ragtag forces opposed to the Taliban were on the lookout for so-called Arabs, non-Afghan forces sympathetic to bin Laden. The UN Security Council unanimously endorsed on Thursday the Bonn Agreement among anti-Taliban Afghans to form an interim government and called on all factions to cooperate in restoring peace to the shattered Central Asian nation. The United Nations succeeded in brokering an agreement on Wednesday among anti-Taliban Afghans that calls for a 30-member interim authority to govern the war-devastated country for 6 months, beginning on December the 22nd. The exiled former king then would convene a traditional assembly to approve a transitional government. Elections are scheduled in 2 years. The interim authority is composed of major ethnic groups in Afghanistan in rough proportion to their population.
One key factor in the Bonn Accord is a request to the Security Council to authorize an international force that would provide protection in and around the capital Kabul and could be expanded to other cities. Talks on the force, which would not be a traditional UN Blue Helmet peacekeeping operation, are expected to take another week. Answering questions about Vietnam's reaction to the agreement reached by Afghan factions in Bonn, Germany, which will set up an interim government in Afghanistan, the Foreign Minister spokesperson Phan Trinh said in Hanoi yesterday. Vietnam welcomed all efforts for a political solution to put an early end to the present war in Afghanistan, ending the misery and loss of the Afghan people and creating conditions for them to reconstruct their country. In other news, Sri Lanka's main opposition party, the United National Party UNP, looked set to win a surprise majority in a parliamentary vote that could signal a quick return to peace talks with separatist Tamil Tiger rebels. There was a turnout of 75 to 80% of the more than 12 million eligible voters for the second general election in 14 months. But violence and other problems surrounding the vote have caused the country's elections commissioner to annul results from some polling booths, delaying a final tally. Unofficial results from 13 of the country's 22 electoral districts show on Thursday that the UNP has surged ahead with 48% of the vote to about 39 for President Chandrika Kunmatunga's People's Alliance. A win for the UNP may give strength to its bid to open immediate talks with the Liberation Tigers of Tamil Nadu. And to round up, let's check the global weather forecast for tomorrow. That's it for today. Thanks for watching and goodbye. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre édition en français. À l'Assemblée nationale, les séances d'interpellation ont débuté ce matin. Pendant 3 jours, les députés peuvent poser des questions à 5 membres du gouvernement et aux responsables du Tribunal populaire suprême et du Parquet populaire suprême. Ce matin, le ministre des Finances a été interrogé par les députés. M. Singh a répondu à plusieurs questions concernant entre autres les pertes dans la perception de la TVA, la gestion du budget d'État et les dettes extérieures du Vietnam. Nous vous proposons d'en écouter quelques extraits. Selon le ministre des Finances Nguyen Sinh Hung, 32 entreprises ont été condamnées pour faute fiscale liée à la TVA, ce qui fait perdre au budget de l'État 15 millions de dollars. La facture est un document pré-imprimé par un organisme fiscal. Seuls les établissements commerciaux peuvent acheter ces factures. Mais en réalité, plusieurs établissements vendent leurs factures vierges à d'autres entreprises. La faute de déclaration de la TVA constitue une cause principale de la fuite des impôts. Il se produit qu'une même facture est faite en 3 exemplaires différents. Le premier est remis au service des impôts, le deuxième au client et le dernier est raté par les entreprises elles-mêmes. Sous ces 3 factures, 3 montants différents pour une même marchandise. Le ministère des Finances propose au gouvernement de permettre aux entreprises d'imprimer eux-mêmes leurs factures. Cela empêcherait la circulation des factures entre les entreprises et faciliterait la collecte de la TVA par l'État. En ce qui concerne la répartition du budget d'État aux localités, le ministre Nguyen Sinh Hung a révélé
C'est un point faible. Parmi 61 villes et provinces, seules atteignent une recette annuelle de plus de 60 millions de dollars. Les 54 autres villes et provinces sont subventionnées régulièrement par le budget d'État. Or, dans ces localités pauvres, les autorités ont récupéré cette subvention en construisant les locaux luxueux ou en achetant des voitures de luxe. Ceci, selon le ministre, ne revient pas à la responsabilité du ministère des Finances. Quant aux dettes envers les étrangers, dont le total s'élève à 13 milliards de dollars, selon le ministre des Finances, ces dettes sont payables. Actuellement, le gouvernement a créé un fonds destiné à régler ces dettes. Grâce à ce fonds, d'une valeur totale de 500 millions de dollars, le gouvernement n'est plus obligé de payer les dettes par le budget annuel d'État. Cet après-midi, c'est le ministre de l'Agriculture, Lê Huy Ngo, qui a répondu aux questions des députés. Les séances de questions-réponses se poursuivront demain et lundi prochain. Elles seront retransmises en direct sur la télévision du Vietnam à partir de 8 heures. Le président vietnamien Trần Đức Long vient de signer un décret permettant l'entrée en vigueur de l'accord commercial vietnamo-américain. Cette signature est intervenue après la ratification de cet accord par l'Assemblée nationale vietnamienne. Selon ce décret, l'accord commercial vietnamo-américain entrera en vigueur dès que les deux pays auront échangé les instruments de ratification. Une délégation de responsables économiques et d'hommes d'affaires vietnamiens se rendra la semaine prochaine aux États-Unis. La mise en œuvre de l'accord sera au centre des discussions. D'autres informations nationales sont présentées en bref par Quỳnh. Le commerce électronique entre les hommes d'affaires vietnamiens et américains est facilité. Un site web a été inauguré aujourd'hui. Il fournit les informations sur les entreprises américaines qui veulent investir au Vietnam. Les compagnies vietnamiennes capables d'exporter aux États-Unis y sont également présentées. Les partenaires peuvent négocier et signer leurs contrats à travers ce réseau. Inauguration hier à Vinh du 13e festival du cinéma vietnamien, c'est la compétition entre plusieurs candidats de taille comme La vie de sable, La saison des goyaves ou encore Le quai des femmes sans mari. Le festival est aussi marqué par un nombre écrasant de films vidéo. 70 prix, dont les Lotus d'or, d'argent et de bronze, seront décernés dans 2 jours. La 9e conférence du groupe consultatif des bailleurs de fonds pour le Vietnam s'est ouverte ce matin à Hanoï. Pendant 2 jours, les participants discutent des projets de développement socio-économique au Vietnam. Ils décideront par la suite le montant de l'aide accordée à ce pays l'année prochaine. La conférence réunit 40 donateurs. Le vice-premier ministre Nguyễn Mạnh Cầm a présenté aux délégués 7 groupes de solutions du Vietnam pour la réalisation du quinquennat 2001-2005. Le gouvernement continuera de promouvoir l'économie de marché à plusieurs composants. Il s'engage d'ailleurs à accélérer les réformes administratives et judiciaires. Dans plusieurs rapports, on voit très clairement les acquis du Vietnam, et cela dans des circonstances défavorables, car le pays doit faire face aux difficultés et à l'instabilité de l'économie mondiale. Lors de cette conférence, le gouvernement vietnamien a exposé un plan d'action complet, y compris les différentes réformes et ses objectifs. À l'ordre du jour, les réformes administratives et une meilleure gestion des dépenses publiques. Demain, les donateurs vont annoncer le montant des aides accordées au Vietnam. Le Japon, le plus important bailleur de fonds du Vietnam, se montre toujours très intéressé. Demain après-midi, nous allons publier le montant des aides et des crédits du Japon pour le Vietnam. Nous allons faire tout notre possible pour garder le même montant de l'aide officielle au développement de cette année. Dans notre politique, le Vietnam occupe toujours une importante place. 40% des aides internationales accordées au Vietnam sont versées par Tokyo. À l'étranger, les talibans ont finalement accepté de capituler à Kandahar, leur dernier bastion
reddition dans le sud de l'Afghanistan. Ils ont commencé aujourd'hui à rendre leurs armes. Cette reddition met fin à plus de 5 ans du régime taliban en Afghanistan. Quant au sort du chef suprême des talibans, le Mullah Omar, Washington a exclu toute concession. Les talibans à Kandahar acceptent de déposer leurs armes et de transférer leur autorité aux dirigeants locaux. Cette reddition tant attendue a été officiellement annoncée par Hamid Karzai, futur chef du gouvernement de transition en Afghanistan, et aussi par l'ancien ambassadeur des talibans au Pakistan. Le Mullah Omar a choisi dans sa grande sagesse de rendre Kandahar pour réduire le nombre de victimes, pour épargner des vies et sauver la dignité de la population de Kandahar. Kandahar, capitale politique et spirituelle de l'Afghanistan sous le régime des talibans, n'a plus résisté à la double offensive de l'Alliance du Nord et de l'aviation américaine. L'accord obtenu à Bonn entre Afghans prévoit l'amnistie pour les combattants afghans, mais ne dit rien sur les islamistes étrangers et surtout peu de choses sur le sort du Mullah Omar. Le chef suprême des talibans n'est pas encore arrêté, mais toute négociation sur sa mise en liberté est jusqu'à présent rejetée par Washington. Si vous me demandez si un quelconque arrangement permettrait à Mullah Omar, je cite, de vivre dans la dignité à Kandahar ou ailleurs en Afghanistan, et que cet arrangement serait en accord avec notre position, la réponse est clairement non. A rappelé que le mystérieux chef des talibans, protecteur de Ben Laden, avait promis la destruction totale de l'Amérique. D'autres événements à l'étranger sont commentés en bref par Kunyang. Le ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov a commencé aujourd'hui les discussions avec ses homologues de l'OTAN. L'objectif est la création d'un nouveau conseil OTAN-Russie. Hier, les 19 pays membres de l'Alliance Atlantique se sont mis d'accord pour fonder dans les mois à venir un forum OTAN-Russe tout en écartant le droit de veto de Moscou. Igor Ivanov réclame toutefois les droits égaux pour la Russie. Un membre présumé du réseau Al-Qaïda avait été arrêté en Inde. Mohamed Razak a comparu hier devant la haute cour de Bombay. Il a avoué qu'il avait la mission de détruire les parlements britanniques et indiens ainsi qu'un gratte-ciel en Australie. Le terroriste présumé a déclaré aussi que des commandos d'Al-Qaïda étaient les auteurs des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Retour au Vietnam avec le Festival européen de jazz qui doit s'achever ce soir à Hanoï par un concert donné par des Danois. Depuis 2 semaines, les mélomanes de la capitale ont l'occasion d'écouter cette musique jouée par des groupes belges, britanniques, français et surtout vietnamiens. Au Vietnam, le jazz se développe depuis peu de temps et le public reste encore très limité. Ce festival doit ainsi contribuer à la promotion du jazz vietnamien. Reportage de Hong Kong. Le saxophoniste Quỳnh Văn Minh est le premier Vietnamien à réussir le mélange de thèmes tradition de la musique vietnamienne avec le jazz. Pendant les concerts donnés ces 2 dernières semaines, le groupe de Minh a représenté un jazz proche aux Vietnamiens, mais aussi exotique pour les étrangers. Sur la base de la musique folklorique du Vietnam, on peut très bien créer des mélodies de jazz. Les étrangers ont réussi le mélange entre la musique africaine et celle de l'Europe, pourquoi pas nous? Le jazz n'est pas très écouté au Vietnam. D'ailleurs, le public vietnamien a l'habitude d'écouter le pop et les chansons. Mais il arrivera tôt ou tard un moment où les auditeurs se penchent plutôt aux mélodies qu'au contenu de la parole. C'est la deuxième fois que je viens au Vietnam, j'étais venu il y a 3 ans, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui changent, et il y a des musiciens qui commencent à s'intéresser beaucoup au jazz, et d'ici quelques années, ça sera très intéressant. Le public se réveille aussi, mais c'est une musique qui est quand même encore un peu étrangère aux Vietnamiens, donc plus en Europe, mieux ça sera. Quỳnh Văn Minh a l'intention de publier un livre sur le jazz, surtout le jazz à la vietnamienne, une façon d'enrichir le patrimoine musical du Vietnam.
tout comme les Américains et les Européens avaient fait il y a un siècle. Ils ont mélangé la musique des Noirs africains et celle des Blancs européens pour créer le jazz. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, il n'y aura pas notre édition de 15h10 en raison de la retransmission de la séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale. Le journal du soir sera diffusé à 23h45 comme d'habitude. Au revoir.